On va continuer donc avec Madame Montagu, qui est psychologue et directrice du centre France Fanon, en particulier sur la clinique de l'exil. Bonjour à tous. Donc, merci avant tout pour cette invitation. Muriel Montagu, je suis psychologue et je travaille pour le centre France Fanon, qui est un centre porté par la CIMAD. Et je vais vous en dire deux mots, juste pour situer un petit peu d'où je vais vous parler, en fait, de la clinique de l'exil. Donc, le centre de soins et de ressources France Fanon, qui est situé sur Montpellier. J'ai l'impression de parler un peu près du micro, ça va? Oh, okay. Il est situé sur Montpellier et quand on l'a mis en place en 2018, tout de suite on s'est dit c'est intéressant de mettre en place un centre de soins pour accompagner les personnes en situation d'exil, mais c'est quand même fondamental de pouvoir accompagner les professionnels, les bénévoles qui sont impliqués aussi auprès de ce public. Et donc on a mis en place, en parallèle de ce centre de soins, un centre de ressources à vocation régionale qui vise à accompagner toutes les personnes via des formations, des temps de travail en commun, tous les professionnels, les bénévoles qui le souhaitent autour de ces questions-là. Donc on a juste pour vous donner quelques petites indications comme ça, on a une file active qui est assez modeste, hein, avec 350 patients qui sont accompagnés chaque année. L'idée c'est de pouvoir proposer des prises en charge qui sont gratuites, sans condition, ni d'âge, ni de statut administratif. Et on n'a pas de durée prédéfinie dans l'accompagnement psychothérapeutique qu'on propose aux patients. Donc, les accompagnements peuvent durer 3 mois, 6 mois, 3 ans, 5 ans, voilà, c'est autant que nécessaire. Parce qu'on sait très bien que la question de la temporalité va être tout à fait fondamentale dans les prises en charge des patients qu'on reçoit. On a 65% de nos patients qui sont allophones, donc on travaille avec des interprètes professionnels, et je reviendrai sur ce point en particulier. Donc en termes de prise en charge sur le centre, on a des parcours classiques, des parcours individuels, familiaux, on propose des thérapies de groupe, des évaluations ELAL, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. C'est pour évaluer, c'est un outil transculturel pour évaluer les compétences en langue maternelle des enfants allophones. Souvent, on est sollicité, par exemple, par les écoles pour savoir si les troubles ou le mutisme que rencontre l'enfant, c'est lié à un problème linguistique ou à un problème psychologique. Donc, cet outil nous permet de pouvoir faire cette évaluation et bientôt, il va être mis en place avec des adolescents. Et on fait aussi un travail sur le corps avec des ostéopathes et puis une mise en mouvement. Pardon Isabelle, je vous ai pris votre place. Avec des recherches-actions. On a travaillé par exemple récemment sur la question de l'impact de la plongée sur la symptomatologie traumatique qui est persistante en fait. Quand on n'a pas réussi à réduire un certain nombre de troubles, est-ce qu'un autre type de thérapie peut être intéressant? Et c'était la pratique de la plongée, c'est pas anodin, ça a été des recherches-actions qui ont été menées avec des personnes qui ont vécu les attentats du Bataclan ou ceux de Nice. Et on s'est rendu compte que ça avait un effet assez intéressant, donc nous on s'est dit bah, pourquoi pas le travailler avec des personnes qui ont des traumas en mer. Alors, c'est un petit peu ambitieux, on a dû adapter des protocoles spécifiques, mais voilà, c'est le type de travail qu'on va proposer. Et si je vous dis tout ça, c'est pas pour vous dire oh, on fait plein de trucs, c'est vachement bien, mais c'est plutôt pour essayer de mettre en lumière le fait qu'on va proposer aux patients qu'on accompagne via un premier entretien d'accueil, de choisir la thérapie qui leur semble la plus adaptée. Et c'est eux qui vont décider s'ils préfèrent aller vers de l'individuel, du familial, du collectif, vers des médiations, vers de la danse, vers voilà, de l'art-thérapie. Et on va adapter au fur et à mesure les espaces pour les personnes que l'on suit, en leur proposant parfois des actions de témoignage. Et bientôt, on va mettre en place aussi des séances de psychodrame
Alors ça, je ne vais pas développer, mais c'est absolument passionnant. Et puis je suis enthousiaste de cette mise en place, mais je vous en parlerai dans les questions si jamais on a le temps, finalement, dans notre coup. Voilà. Donc l'idée, ça va être vraiment de travailler la question de la narration pour les patients. Comment ils vont pouvoir se raconter et retrouver une narration d'eux-mêmes, qui souvent est bloquée en raison des événements qu'ils ont vécus. Et donc, je vous le disais, en parallèle de ce centre de soins, on a mis en place un centre de ressources régionales pour accompagner les professionnels, les bénévoles. L'idée étant, j'ai mis cet objectif d'émergence d'une offre de soins pérenne dans le droit commun, mais l'idée étant, à terme, nous, de pouvoir un peu nous effacer, un peu disparaître, si effectivement il n'y avait pas ce besoin de prise en charge psychothérapeutique du centre, et que tout pouvait se passer dans de bonnes conditions, dans le droit commun, avec des interprètes en présentiel, avec des professionnels qui se sentent à l'aise pour travailler avec des personnes qui ont été torturées, par exemple. Ce serait super, on n'aurait pas de raison d'être, et c'est mon vœu le plus cher. Donc voilà, c'est un peu cette... ouais. C'est cette idée qu'on va pouvoir accompagner les professionnels sur des prises en charge vraiment spécifiques, particulières, et des professionnels de santé, mais également des interprètes, puisqu'on va travailler avec eux de manière mensuelle sur des ateliers qu'on met en place, qu'on travaille via des jeux de rôle, via des analyses de pratiques professionnelles, ou alors des choses un peu plus théoriques sur leur place d'interprète. Et en parallèle, on va évidemment faire des recherches-actions, mener des plaidoyers. Et je mentionne un DU qu'on a mis en place à l'Université de médecine de Montpellier, un diplôme universitaire, Exil, droit et santé, qui va aborder la question de l'exil sur différents axes, à la fois sur le plan du droit, sur le plan somatique, sur le plan de la santé mentale. Et c'est un DU qui est assez riche autour de cette question-là, avec plein d'intervenants très intéressants, puisque de toute façon, on ne choisit que les intervenants qu'on aime bien. Donc le programme, nous, on s'en réjouit à chaque fois, et les étudiants sont quand même très, très contents. Donc, quand on parle de clinique de l'exil, c'est au milieu de différentes autres approches théoriques. Et je vous en ai mis quelques-unes ici. D'autres centres, comme le centre Primo Levi sur Paris ou le centre Osiris sur Marseille, ont un référentiel qui est plutôt un référentiel psychanalytique. Certaines approches vont être plutôt centrées sur la culture ou sur les techniques de soins propres à chaque culture, sur l'importance du groupe dans les situations de soins. Les thérapies centrées sur le trauma comme l'EMDR, vous savez, cette désensibilisation des événements traumatiques via des mouvements oculaires, elle va être complètement centrée sur le trauma. Alors, normalement, il y a l'intervention du docteur Byrne après. Voilà, je pourrais aussi vous en dire deux mots sur les limites de ce type de thérapie avec des patients qui ont qui sont en situation d'exil. Oui, la clinique de l'exil, c'est un référentiel qu'on a choisi quand on a mis en place le centre France Fanon. L'idée étant, pour moi, de faire en sorte que les psychologues qui travaillent sur cette clinique-là puissent venir avec leur approche qui leur sont propres. Et peut-être ils sont d'orientation psychanalytique, peut-être ils viennent d'un autre courant, plus des TCC, ou voilà, peu importe. En fait, ce qui m'importe, moi, dans cette clinique de l'exil, c'est qu'on arrive à s'accorder sur un socle commun. Et c'est ce socle commun que je vais vous présenter aujourd'hui. Historiquement, cette approche, elle est née on la situe à peu près en 91 avec un colloque à la Salpêtrière. C'est un courant porté par Fethi Ben Slama, un psychanalyste,
qui se veut en rupture avec la psychopathologie de la migration et de l'ethnopsychiatrie. Il faut savoir que la psychopathologie de l'immigration, elle fait l'hypothèse que l'expérience migratoire, elle peut constituer un phénomène déclencheur des troubles psychiques, mais qu'au final, on va mettre un petit peu de côté la subjectivité du discours et la trajectoire singulière des patients. Donc l'idée de Fethi Ben-Slamma, c'était de pouvoir remettre au centre de l'approche les incidences subjectives de l'exil, et même de pouvoir penser l'exil sur plusieurs générations. Il va centrer toute sa pratique autour de l'expérience d'être hors lieu. Qu'est-ce que ça vient signifier pour le sujet et qu'est-ce qui est venu faire événement pour le sujet. C'est une pratique clinique qui est une pratique de la multiplicité. On n'a pas une définition très très claire de cette approche. Donc je vous rapporte un petit peu la mienne, qui est le fruit de rencontres, diverses rencontres, et puis de réflexions autour de cette pratique depuis un certain nombre d'années. Mais elle n'est pas marquée dans le marbre, et c'est pas ce que vous pourrez retrouver par ailleurs. C'est souvent plutôt des expériences qui se transmettent avec des cliniciens qui vont pratiquer et qui vont avoir une pratique très très créatrice finalement, et pouvoir innover. Donc cette spécificité de la clinique de l'exil, elle s'articule autour de 5 dimensions, et ce sont les dimensions que je vais vous détailler. Je me rends compte que le jeune passe super mal. Sur le slide de Arnaud, je m'étais déjà rendu compte que les couleurs, c'était pas top. Quand on était au fond, alors le jeune, bon, dimension psychique. La deuxième dimension, c'est la dimension interculturelle, la dimension linguistique, la dimension corporelle et la dimension politique. Donc ces 5 dimensions, c'est le socle sur lequel je souhaite, avec les psychologues avec lesquels je travaille, qu'on s'accorde pour pouvoir travailler et accompagner des personnes en situation d'exil. Donc la dimension psychique. Avant tout, il y a une nature complexe des troubles qu'on va rencontrer chez les personnes en situation d'exil. Alors bien souvent, évidemment, on entend parler de psychotraumatisme, mais les troubles peuvent être beaucoup plus multiformes, beaucoup plus complexes à décrypter, des troubles anxieux, de la dépression, des troubles somatoformes, enfin une multiplicité de manifestations, et pas forcément les manifestations telles qu'on les connaît ou qu'on les suppose, l'état de stress post-traumatique. Même si, évidemment, ça va être beaucoup de nos patients qui vont souffrir d'état de stress post-traumatique, et je dirais même plus de traumatisme complexe. Je ne voulais pas trop rentrer dans ces détails parce que je me dis que c'est le sujet de l'intervention suivante, mais juste vous dire un mot quand même des traumatismes intentionnels. Les traumatismes intentionnels, c'est les traumatismes qui sont le fruit d'une volonté d'un tiers de produire intentionnellement l'anéantissement d'un sujet. C'est par exemple des personnes qui ont vécu des actes de torture. Et donc, c'est cette pratique de la torture ou par exemple du génocide, il y a une vraie volonté de déshumanisation qui va placer l'être humain qui l'a subi hors lien social. Et l'idée est de détruire tout de suite, toute possibilité de suite, toute possibilité de projection dans l'avenir. Et précisément en attaquant ce par quoi quelque chose de l'ordre de l'humain pourrait se reconstruire. Et c'est ce qui fait dire à un nombre de nos patients qui ont vécu ces actes-là, le monde est coupé en deux. Il y a le monde des vivants, et puis il y a le monde dans lequel moi j'ai été projetée. Et il n'y a pas de communication entre les deux mondes. C'est justement ce qu'on va essayer de travailler en séance avec ces patients. On va essayer de faire des ponts. Et les thérapies classiques, en règle générale, l'idée c'est de pouvoir accompagner les personnes qu'on reçoit en tant que psychologue pour leur faire prendre conscience de leur responsabilité dans les symptômes qu'elles présentent, pour renforcer en quelque sorte leur pouvoir d'agir.
Dans les thérapies avec des personnes qui ont vécu des actes de torture ou des traumatismes intentionnels, donc des systèmes d'emprise, on va faire le chemin complètement inverse, avec l'idée qu'on va les aider à accepter le fait qu'elles ne sont pas tenues responsables de ces symptômes-là. Ces symptômes ont été intentionnellement produits. Et donc là, il y a tout un travail à faire d'explicitation des symptômes, d'explicitation des logiques dans lesquelles ces patients peuvent être pris, d'un décryptage, si vous voulez, de cette emprise dans laquelle ils ont été pris. Qu'est-ce qui appartient, pour vous donner un exemple, qu'est-ce qui est de l'ordre de la pensée du tortionnaire ou qu'est-ce qui est de l'ordre de leur propre pensée. Donc on va essayer de faire le tri dans tout ça. Et ça m'amène à citer un pédopsychiatre suisse que j'aime beaucoup, Jean-Claude Métro, qui explique que finalement tous ces symptômes après des traumatismes intentionnels, des traumas du type torture, ce sont des réactions normales face à une situation sociale anormale. Et ça, c'est quelque chose dans ma pratique de clinicienne qui m'a vraiment beaucoup aiguillée, parce que ça m'a forcée à ne pas voir les personnes que je recevais comme des personnes malades, mais plutôt à essayer de penser cette dimension politique qui fait partie du dispositif clinique qu'on va mettre en place. Comment on peut penser ça, nous, en termes de notre place de clinicien. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de nier, là, quand je dis ça, l'intrication personnelle des effets de la torture avec l'histoire personnelle du patient, les effets de la torture et l'histoire personnelle du patient. Hein. J'ai en tête, peut-être, vous connaissez cette analogie de Freud qui parle du psychisme comme d'un cristal. Ça vous dit quelque chose? Le cristal, il dit en fait, quand une personne s'effondre psychiquement, on pourrait donner cette métaphore du cristal qui se brise sur le sol et qu'on jette par terre. Et quand le cristal se brise, il va se briser, pas n'importe comment, selon des lignes prédéfinies de fragilité qui appartiennent au cristal, à la structure même du cristal. Et donc finalement, quand on ne s'effondre pas de n'importe quelle manière. C'est pour ça qu'on va plutôt décompenser sur un mode ou un autre. Néanmoins, moi je dis que quand on jette le cristal au sol de manière intentionnelle, il se passe des choses qui sont assez spécifiques. Et surtout, j'ai cette attention au fait qu'on ne peut pas assigner les personnes au trauma qu'elles ont vécu. Et qu'il faut essayer, dans la mesure du possible, d'essayer de reprendre cette expérience-là dans une logique plus existentielle. Et pour vous donner un éclairage de cet aspect, je voudrais citer Jean Amérique, un écrivain autrichien qui a été torturé en 1943, puis après déporté dans les camps, et qui refusait complètement d'être assigné aux personnes, à son traumatisme, si vous voulez, et qui disait « Je ne suis pas traumatisé, je me trouve en parfaite concordance intellectuelle et psychique avec la réalité. Je vis et mets en lumière dans mon existence personnelle une réalité historique propre à mon époque. Et comme j'en ai fait une expérience plus profonde que la plupart des camarades de ma tribu, je peux aussi mieux l'éclairer. » J'aime beaucoup cette idée de « je ne suis pas traumatisé ». Et pourtant, les effets, il suffit de lire ces bouquins pour savoir tous les effets des actes de torture sur lui, sur son quotidien, sur son existence. Et voilà. Mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir quand même faire un petit pas de côté par rapport à ce qu'on entend habituellement sur le psychotrauma. Et je suis la première à pouvoir vous en parler, à vous dire comment ça fonctionne au niveau cérébral, avec le MDR et tout ça. Hein. On peut en parler, mais je veux dire, faisons attention aussi à nous décaler de ces approches et à pouvoir vraiment essayer de comprendre ce qui se passe dans une logique
existentielle des personnes qu'on rencontre. C'est Jean-Claude Métro, dans un ouvrage Deuil collectif et création sociale, qui disait « Après un trauma, l'identité personnelle se retrouve mutilée, dénudée. Son vêtement narratif lui a été arraché. À la limite, le naufragé se confond avec le trauma subi, survivant de la Shoah ou rescapé d'Arménie. » C'est exactement ce point-là que je trouve particulier quand on confond la personne avec son statut de victime et le trauma qu'elle a vécu. Je vous ai quand même mis quelques symptômes fréquents qu'on rencontre chez les personnes en situation d'exil, donc une difficulté d'être là. Je préfère parler de difficulté d'être là que de troubles dissociatifs, parce que, voilà, un trouble dissociatif, peut-être ça vous parlera davantage, mais je préfère mettre l'accent sur la question de la présence, une difficulté de présence, d'être conscient de sa présence et de pouvoir, pour le coup, être attentif quand un travailleur social va rédiger l'histoire qui va être soumise à l'OFPRA ou la CNDA, les instances qui statuent sur la demande d'asile. Et voilà, des fois les personnes se déconnectent et c'est très difficile de pouvoir raconter des choses personnelles et des choses qui se sont passées, surtout ce qui a été extrêmement douloureux pour eux. Un lien à l'autre qui peut être perturbé, qui peut être totalement empêché, avec des personnes très fuyantes, ou au contraire massif. On peut être placé dans cette posture d'être le sauveur absolu, la personne qui va tout gérer, tout faire. Et on voit bien que le sujet derrière Istophile et nous, notre rôle, ça va être justement de le rattraper et de lui redonner un peu cette place de pouvoir agir et de pouvoir se sentir en capacité de le faire. Des troubles de l'amnésie, des repères temporaux-spatiaux. Souvent, les personnes que l'on suit ne viennent pas le bonjour, la bonne heure, ils sont dans une autre temporalité. La peur liée à la sécurité administrative. Alors ça, c'est une peur, je le mentionne parce que j'ai souvent sous-estimé cette peur-là. Et je me disais que finalement, les personnes craignaient de sortir dans la rue quand elles étaient sans titre de séjour, et donc elles craignaient de rencontrer des policiers en uniforme, que ça pouvait rappeler des souvenirs difficiles. Et en fait, j'ai fait un escape game dans une session de la CIMAD il y a quelques années. Et j'ai été moi-même placée dans cette situation d'être la personne qui doit demander l'asile, qui ne connaît pas du tout les instances qui sont là, et dans une langue étrangère. Et en fait, c'était très, très particulier, donc je ne vais pas développer ici, je pourrais en parler à un autre moment si vous voulez. Mais j'ai saisi dans ce jeu où vraiment on est mis en difficulté, plein de personnes avaient arrêté l'escape game parce que c'était difficile de ne pas savoir quoi faire, de nous demander des papiers qu'on n'avait pas, évidemment. Il fallait des cartes d'identité, personne dans ces cartes d'identité, la section nationale de la CIMAD. Hein, donc c'était un peu compliqué et on devait déposer une demande d'asile au bon endroit après avoir pris des cours de français et on avait deux petits tickets qui attestaient qu'on avait bien fait les choses comme il faut. Et comme on parlait, tout ça se passe dans une langue qu'on ne connaît pas, ces deux petits tickets, donc j'ai réussi à déposer ma demande d'asile, je suis assez fière. Et ces deux petits tickets, je les ai gardés dans ma poche pendant toute la session de la CIMAD, ces 2 jours, en me disant, on ne sait jamais, si jamais j'ai pas tout compris et qu'on revienne me chercher en me demandant mes tickets. Et j'ai trouvé ça très curieux comme sensation, mais je me suis dit, le fait de ne pas avoir compris, qu'on m'ait clairement dit, ça y est, c'est bon, tu as déposé ta demande d'asile, tu as réussi, le jeu est terminé. Personne ne m'a dit ça. On m'a laissé avec mes 2 petits tickets, j'ai bien vu que ça allait, mais n'empêche, je les ai quand même gardés dans ma poche. Avec ma carte d'identité, du coup. Mais voilà, donc, je blague. Mais voilà, c'est juste pour parler de cette insécurité quand on est un patient allophone et qu'on ne comprend pas le mécanisme des institutions. Depuis ce petit escape game, vraiment, j'explique et je prends le temps et j'y reviens si nécessaire, ce qu'on fait sur le centre France Fanon, les liens qu'on a avec les institutions, les liens qu'on n'a pas,
Alors, on le faisait avant, évidemment, sur la confidentialité, etc. Mais je me dis, vraiment, il faut le dire. Quand les personnes se confient à vous, en tant que médecin infirmier, qu'ils vous parlent de quelque chose, à qui cette parole va être adressée. Et c'est très, très important de pouvoir être rassuré sur ce qui va être fait et de la parole. Bon, voilà, c'est juste une petite aparté. J'ai jusqu'à quelle heure? Il fait ça 40 normalement. 40. Après les questions, mais peut-être que. Alors je vais demander ce que j'ai vu. J'ai vu une personne arriver, professeur Bion. Est-ce que c'est vous qui êtes arrivé? Oui. Bon, vous êtes là. Donc on va se presser beaucoup. Alors, et puis, en fait, les personnes qui ont vécu des actes de torture aussi vont avoir une certaine difficulté à en parler. Parfois, il va être complètement empêché. Parfois, ils vont avoir des discours logoréiques, c'est-à-dire ils vont même plus prendre en compte l'interlocuteur. Peu importe, ils vont parler de ce qui s'est passé en boucle. Et c'est très difficile de pouvoir poser des questions. Donc, imaginez les officiers de l'OFPRA ou de la CNDA quand ils le reçoivent et qu'ils doivent répondre à des questions précises. Voilà, c'est des difficultés qu'on peut rencontrer, ou alors de discours clivés, ou des personnes qui sont complètement coupées de leur affect. C'est toujours très impressionnant quand on rencontre des gens qui nous expliquent ce qu'elles ont vécu sur un ton complètement monocorde. Alors, ils ont commencé par m'arrêter, Et c'est très bizarre parce qu'en fait, il y a quelque chose de déconnecté avec la puissance de ce qui se dit, la violence de ce qui se dit, et puis les émotions qui ne transparaissent pas. Et ça donne à l'OFPRA ou à la CNDA, ces instances qui statuent sur l'asile, ça donne des réponses négatives du style semble avoir appris un récit par cœur. Donc vigilance par rapport à ça, et si vous repérez des choses de ce type, ça peut être intéressant de faire des certificats qui attestent de ce type de trouble. La dimension interculturelle de la rencontre clinique, alors je vais peut-être un petit peu accélérer, hein, j'étais partie sur la vitesse croisière, mais donc, juste dire que en fait on ne rencontre pas une culture, mais un sujet qui interprète sa culture, et que nous tous dans la salle, on va avoir une manière différente d'être dans notre culture et de pouvoir en parler. Elle aura une place différente pour nous. L'identité culturelle individuelle, c'est cette culture intériorisée qui est une construction psychique qui se situe à l'articulation entre l'individuel et le social, mais qui est toujours mouvant. Donc l'idée, ça va être d'essayer de comprendre comment la personne appréhende sa propre culture, comment elle se dit, quel sens ça a pour elle, ou quel sens ça n'a pas. Et ça va être toujours l'histoire d'une rencontre. Je dis ça parce que on peut nous dire, en fait, moi, je ne peux pas accompagner des personnes en situation d'exil parce que finalement, je ne connais pas trop, quoi. Je ne connais pas la culture. Pas besoin d'avoir des formations géopolitiques, même si c'est très chouette et ça aide à comprendre certains mécanismes et ça nous permet d'avancer, de penser les choses, puisque c'est toujours au niveau d'une rencontre avec la personne et qu'ensemble, on va co-construire du sens. La dimension linguistique, alors je sais que dans les hôpitaux, vous n'avez pas forcément la chance de travailler avec des interprètes en présentiel. Nous, sur le centre, on travaille avec des interprètes qu'on accompagne pour vraiment être dans une place de co-thérapeute. Ça me semble important parce que le dispositif clinique, il est le fait du psychologue qui s'engage dans la thérapie, mais c'est également le fait de l'interprète, de sa manière d'être, qui va colorer les thérapies. Et on va vraiment penser le dispositif ensemble avec des séances, des post-séances avec les interprètes pour pouvoir débriefer et pouvoir construire aussi l'accompagnement. Donc ça va demander évidemment un engagement de la part des interprètes, puisque quand on s'engage dans une thérapie, l'interprète, on va toujours garder le même interprète. Je sais que c'est compliqué quand on est au téléphone avec ISM, par exemple, quand on fait appel à ISM. Mais si vous avez, par exemple, des personnes, quand il y a des entretiens qui se passent super bien dans certaines langues, n'hésitez pas à prendre le nom des personnes. Je sais que ce n'est pas toujours possible de réserver, parce que ça demande
Ça demande d'anticiper la venue du patient avant, mais si vous avez quelques noms comme ça vous fera un petit répertoire. Et voilà. Ce sera toujours un mieux pour les patients que vous accompagnez. Donc, on va demander aux interprètes, évidemment, l'engagement, une certaine posture professionnelle, une compréhension clinique et de la médiation culturelle. Mais quand je parle de médiation culturelle, c'est évidemment aussi plein de choses qui s'explicitent du côté des métaphores, du côté non visible. C'est hyper important que l'interprète puisse nous dire aussi, par exemple, la façon dont les patients parlent. Est-ce qu'au niveau de la structure grammaticale des phrases des patients, est-ce que c'est cohérent ou est-ce qu'on est dans quelque chose de complètement chaotique? On avait une patiente, par exemple, elle commençait sa phrase dans le futur, elle passait au présent, dans le passé, tout ça s'était mélangé, c'était absolument incompréhensible. Et l'interprète s'est forcé de donner du sens. Donc voilà, nous, c'est hyper important de notre place de comprendre que le chaos intérieur de la personne. La dimension politique, je vais juste dire que finalement, les soins ne peuvent pas être dissociés du contexte social et politique dans lequel ils sont produits. Donc c'est hyper important pour nous de pouvoir témoigner de notre clinique, mais aussi de nos impossibles. C'est une clinique qui engage, c'est pour ça qu'on s'appelle le centre Frantz Fanon, qui était un psychiatre qui s'est fortement engagé, mais qui a aussi beaucoup travaillé la question de la place soignant-soigné, et bon, tout un tas de choses qui nous ont nous permis de montrer que vraiment on veut garder cet engagement, cette clinique militante, parce que c'est une clinique qui affecte aussi, qui nous touche, c'est une clinique de la déshumanisation, et comment on se dégage de ça, parfois c'est ce petit pas de côté qui va nous aider. Je voudrais vous faire écouter un témoignage d'une femme. Voilà, c'est un témoignage de Barbara, une femme qui avait participé à un séminaire de 2 jours où justement on avait travaillé sur le témoignage, mettre de la parole sur les violences. On avait fait venir une photographe malienne qui avait pris un certain nombre de photos. Les femmes avaient essayé de créer des choses. C'est tout un atelier où finalement ils se sont appelés des femmes fortes et on a recueilli pas mal de témoignages issus de cet atelier-là. Mais juste pour vous dire que il y a plusieurs choses. Les patients ne viennent pas nous instrumentaliser avec leur demande de certificat. Ça peut arriver, bon, mais ça reste quand même un peu à la marge. Mais plutôt, ils sont l'objet d'une logique de recherche de preuves qui est une logique absolument insoutenable. Et donc, cette recherche de preuves, j'avais un deuxième témoignage par la suite, mais je ne vais pas avant tout vous le faire écouter. C'était justement sur l'excision. C'est très important que nous, on arrive à être dans une logique de reconnaissance, et une reconnaissance éthique des violences que les personnes ont subies. La dimension corporelle, alors vous voyez, ça c'est les photos qui avaient été faites dans le cadre de ce témoignage. Il y avait des paroles mises sur une mise en scène. Cette dimension corporelle, c'est la 5e dimension sur laquelle on est très vigilant quand on travaille sur la clinique de l'exil, avec l'idée évidemment de corps très abîmés. On parle de torture, mais on parle aussi de mutilation sexuelle. On a mis en place un dispositif spécifique qu'on a appelé le dispositif Kintsugi. Des femmes viennent alors, au niveau régional pour le coup, alors qu'a priori on suit les personnes qu'au niveau du Gard et de l'Hérault. Parce qu'en fait, c'est un dispositif qui n'a pas d'autres possibles dans la région. Donc on peut recevoir des personnes, même si ce n'est pas l'idéal, et qu'il y aurait plein de choses à créer à Toulouse ou dans d'autres espaces pour accompagner ces femmes. Et on est prêt à faire ce travail-là d'accompagnement.
Le kintsugi, c'est une méthode japonaise, je ne sais pas si vous connaissez, de réparation des porcelaines, des céramiques brisées, au moyen d'une laque saupoudrée d'or. Et l'idée, c'est de, en fait, ces objets qui sont cassés, c'est de les restaurer sans cacher ce qui a été brisé, mais au contraire, que ça fasse complètement partie de l'objet. Et c'est tout à fait notre approche vis-à-vis des mutilations, puisqu'on sait très bien que on ne peut pas revenir à un état antérieur et que justement, il va y avoir tout un accompagnement à faire auprès des femmes qu'on fait nous avec une équipe de chirurgiens, nous sur le plan psy et juridique, et puis une équipe aussi de personnes qui vont travailler plus la question de la sexologie. Donc on va accompagner les femmes à considérer l'idée d'une éventuelle réparation, et 90% d'entre elles vont décider de ne pas aller vers une réparation chirurgicale. Mais en tout cas, ce chemin, il est absolument nécessaire. Pour celles qui le souhaitent. Donc j'avais un témoignage, mais on va passer là-dessus. Et juste une chose, je vais un peu finir là-dessus. Alors j'ai parlé de projet prémigratoire, c'est très maladroit, parce que c'est plutôt le vécu prémigratoire. Juste pour vous dire que souvent, quand on accueille les personnes, on a tendance à aller voir là, à l'arrivée, et à oublier complètement ce qu'il y a en amont. Et c'est le sociologue Abdelmalek Sayad qui disait dans un très beau livre, La double absence, le fait qu'on avait tendance à oublier l'émigré derrière la figure de l'immigré. Et que ce pré-migratoire, il est quand même fondamental, parce que si on ne le prend pas en compte, on mutile complètement la personne d'une partie de son histoire. Alors évidemment, il ne s'agit pas de recueillir les événements du passé, mais plutôt d'essayer de comprendre comment la personne pouvait se percevoir, se vivre dans son statut différent, comment elle se représentait avec l'exil, peut-être même comment elle a pensé cette migration. Quand, il s'agit d'une migration qui a pu être pensée, on a pris une décision de partir. Voilà, puis là je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans cette idée-là. Juste, j'ai une slide, j'en suis très fière parce que c'est ma slide la plus aboutie. L'arrivée, voilà, cette question de l'arrivée, est-ce qu'on est vraiment arrivé? C'est un doute persistant chez nombre de patients qu'on reçoit et qui reste quand même très particulier. Ce temps d'arrivée est très particulier puisque les personnes, quand elles obtiennent une reconnaissance, une protection internationale, une reconnaissance statutaire et la possibilité de rester en France de manière légale, par un titre de séjour, c'est souvent le moment où on peut voir un effondrement psychique, avec d'un seul coup cette prise de conscience de je suis là, je dois rester et je dois tout reconstruire. Mais qu'est-ce que je vais reconstruire? C'est un moment où tous les deuils qu'on n'a pas pu faire, tout ce qu'on a mis, alors Jean-Claude Métro parle de ces deuils congelés, tout ce qu'on a mis dans le congélateur parce que c'était pas possible de le faire avant, ces personnes disparues en mer, ou cette famille avec laquelle on n'est plus du tout en lien et qui nous manque énormément, mais tous ces deuils-là, on ne les a pas faits, c'est le moment où on va les faire. Donc c'est un moment qui peut être un moment de grande fragilité. C'est pas systématique, mais on peut le voir dans notre clinique. Est-ce que je dois m'arrêter là? Est-ce qu'on peut prendre des questions? Oui, oui, je vais juste m'arrêter là. C'est dommage. Oui. Qu'est-ce qui peut aider tout ça? Bon, c'est pas grave. Juste le stress vicariant, j'aurais bien aimé en dire un mot sur le fait que parfois, à force d'écouter des récits qui sont de cet ordre et qui touchent à la déshumanisation, on peut être soi-même affecté. Ça n'a rien à voir avec le burn-out. Il y a une petite vidéo, je mettrai le lien et je donnerai le PowerPoint pour ceux qui sont intéressés. Il y aura tous les témoignages aussi. Et ça permet aussi de pouvoir penser ce qui peut nous arriver, nous, en tant qu'aidants. Il y a un autre psychiatre que j'aime beaucoup, Marcelo Vignard, uruguayen, qui dit, avec des personnes qui ont vécu ce type de traumatisme, on est toujours ou trop près ou trop loin.
Et je trouve que c'est intéressant de se questionner sur là où on en est, de notre place dans la dynamique avec la personne qu'on reçoit. On est trop près, trop loin, mais si on s'interroge, enfin, c'est ça qui est intéressant et qu'il n'y a pas forcément voilà, de distance là. Voilà, ça me plaisait de finir sur ces mots. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut prendre quand même quelques questions avant la prochaine intervention, du coup? Donc, bonjour, donc, je suis médecin NAPAS de Carcassonne. Justement, ma question, c'est donc vous avez bien dit que le Centre France Fanon, il était plutôt à destination des patients, des personnes qui sont dans l'Hérault et dans le Gard. Vous avez dit que vous étiez ouverte à la possibilité d'autres choses qui puissent se créer ailleurs. Donc, c'est toute ma question. Qu'est-ce qu'on fait pour les patients de l'Aude? Parce que, bien sûr qu'à la PAS, on voit beaucoup de gens avec des psychotraumatismes et que moi, je suis médecin généraliste et donc pas trop armée pour ces questions-là et pas de recours autre en médecine de ville ou en psychologie de ville. Est-ce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place? Alors, ce serait super, mais je parlais plutôt du parcours Kingsley, où là, on se dit qu'on peut peut-être essayer de mettre en place des choses du côté de l'accompagnement des personnes qui ont vécu des mutilations sexuelles en s'adossant aux maisons pour femmes. Voilà, il y a sans doute des choses à créer. On parle de Toulouse, mais ça peut être ailleurs. Sur des dynamiques des dynamiques différentes. Il faut voir ce qui se passe sur ce territoire-là, comment on peut l'accompagner, le soutenir. Et là, il y a tout un travail qui est en train de se mettre en place avec la DREDS pour essayer justement d'aller dans les départements, d'évaluer un peu les besoins et de pouvoir soutenir certaines dynamiques existantes et de voir comment on peut aider. Et peut-être parfois ça va être un soutien pour travailler avec des interprètes, parfois ça va être d'autres dynamiques. Et puis souvent ce qu'on a pu repérer, c'est que en santé mentale, certains psy peuvent recevoir des personnes, mais nous orienter quand même les suivis en disant moi je suis pas très sûre. Donc comment on soutient ça? On a mis en place des séminaires cliniques. Pareil, c'est sur Montpellier, mais ça peut se penser aussi un peu différemment, quoi. On ne peut pas être partout, mais il y a des choses qui peuvent peut-être se penser différemment. Comment on accompagne les professionnels qui s'engagent, qui ont parfois peur de s'engager parce que c'est des situations complexes, parce qu'il y a des dynamiques juridiques, administratives qu'on ne comprend pas. Voilà, comment on les accompagne pour qu'ils se sentent suffisamment sécurisés. Par exemple, dans certains lieux, on a des groupes de travail avec des psychologues, des médecins, et on vient régulièrement pour essayer de voir les questionnements qui émergent. Donc ça pourrait tout à fait se passer à Carcassonne. C'est une jolie ville. Super, merci. Bonjour, moi je suis psychologue à la PAS à Moissac dans le 82 et merci pour votre intervention, c'était très intéressant. J'aimerais juste savoir, c'est un peu le nerf de la guerre, votre centre, quel financement a-t-il? Parce que du coup, si on veut essayer de créer autre chose, ça pourrait nous donner des pistes. Oui. Alors, c'est des financements qui ne sont pas pérennes. Donc, chaque année, on doit demander le financement, mais toujours, on n'est jamais à l'abri de changements radicaux. On est soutenu par la région, par la box 104, par la DREDS, sur une ligne d'accompagner les personnes qui ont une protection internationale. On est soutenu par l'ARS. Sur des volets spécifiques, sur le parcours Kintsugi, par exemple, sur une expérimentation qu'on a faite pour accompagner les professionnels de l'Hérault, les professionnels des hôpitaux, à travailler avec des interprètes en présentiel, dans le suivi
avec des enfants allophones. Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. Et puis après, on va avoir quelques autres petits financements, mais c'est extrêmement compliqué parce qu'on n'a pas de perspective à long terme et qu'un retournement politique majeur peut retourner le centre et donc on rentrera dans une autre logique qui sera une logique difficile, mais voilà. Donc on sait que ce travail-là, il faut le faire et on essaiera de le faire jusqu'où on peut. Mais c'est vrai que ça mériterait. Ces centres, on passe beaucoup d'énergie. Hein, on le voit dans d'autres centres sur le territoire. On passe beaucoup d'énergie à chercher des financements. Si je pouvais passer cette énergie à aller à Carcassonne et à faire des groupes de travail, franchement, je pourrais aller dans tous les départements. Donc, c'est bien dommage. On reste soutenu par des acteurs clés. Mais voilà, il faut lutter, il ne faut pas renoncer et parfois se retourner vers les fondations privées avec tous les questionnements que ça peut générer parfois. Une dernière question. Bonjour, merci pour votre intervention. Je viens de la passe psychiatrique, donc je suis psychologue. Tout à l'heure, vous avez mentionné les limites de thérapie EMDR. J'aurais aimé entendre vos observations, vos réflexions dessus. Merci. Alors, l'EMDR, c'est une thérapie qui va être fortement valorisée par l'OMS et qui, pour traiter la question du psychotrauma. C'est une thérapie qui peut être effectivement extrêmement intéressante et qui peut très bien fonctionner. Je pratique le MDR. Moi, j'ai mis 20 ans avant d'y aller vers le MDR en me disant s'il suffisait de faire ça pour que les gens aient mieux, je suis peut-être passée à côté de quelque chose. Je l'ai fait, je l'ai moi-même expérimenté, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce qu'il y a des choses qui sont bloquées au niveau du cerveau émotionnel et que finalement, le MDR, par un protocole spécifique, va permettre d'avoir accès à cette partie qui est bloquée et donc pouvoir créer du mouvement. Quand ça marche, c'est assez intéressant. Le problème, c'est que pour les personnes qu'on accompagne, ce type de thérapie, elle peut être extrêmement compliquée parce que ça demande quand même d'avoir un lien très fort et très sécure avec le thérapeute. Il faut une alliance thérapeutique qui soit suffisamment solide, sinon on ne tente pas de l'EMDR parce que ça peut être très déstabilisant avec des personnes qui peuvent vraiment partir assez loin et qu'on ne peut pas réapaiser après la séance. Il faut que les personnes soient suffisamment sécures dans leur environnement, qu'elles n'aient pas d'idées suicidaires, qu'il n'y ait pas de choses comme ça qui soient trop problématiques. Donc il faut quand même une certaine sécurité, ça c'est pas le cas de beaucoup de nos patients. Donc c'est un frein. Il y a la question de la langue. Donc du coup la question de la formation des interprètes. On va faire une journée à destination des interprètes justement pour les sensibiliser à l'EMDR, pour qu'ils comprennent la logique de l'EMDR, qu'ils puissent aussi réfléchir à comment ils vont en amont, parce qu'on ne peut pas traduire un protocole de l'EMDR comme ça le jour même, c'est pas possible, ça se travaille vraiment en amont avec les interprètes. C'est tout un travail, on ne s'engage pas dans une thérapie EMDR avec des patients, et puis voilà. La majorité des patients que j'ai, je n'utilise pas le MDR. Quand quelque chose est bloqué, on peut éventuellement l'essayer. Ça peut être intéressant. Et souvent, les patients eux-mêmes me demandent un peu d'alterner, mais les séances de MDR restent vraiment à la marge. Donc on peut débloquer des choses, ça peut être bien. Mais en règle générale, ce qui compte, c'est surtout que nous, on soyons placés en position d'être témoins de ce qu'ils ont pu traverser, que ça puisse se transmettre à un autre être humain, qu'il puisse y avoir quelque chose du côté du lien social qui se répare. Et ça prend du temps, c'est un autre type de thérapie. On n'est pas dans le paf, tac, ça marche.
Alors, quelquefois, ça peut. Hein. Je l'ai vu avec des mineurs non accompagnés qui venaient, qui étaient reconnus mineurs par l'ASE, et puis d'un seul coup, leur minorité, elle est remise en question. Ils sont traumatisés parce qu'on est venu les arrêter à 6 h du matin avec des lumières dans les yeux, comme ça. Ils ont été placés en garde à vue, et ils étaient bien là, ils étaient scolarisés, enfin, tout allait bien, puis d'un seul coup, ils n'arrivent plus à sortir de chez eux. Là, le MDR avait vachement bien fonctionné. Des jeunes que j'avais vus 2 ou 3 fois. Et puis, c'est bon, ça avait marché. Mais dans la plupart des cas, sincèrement, ce dont ont besoin les patients qu'on accompagne, c'est vraiment quelque chose qui est du côté d'une reconstruction narrative, une reconstruction de soi et un partage de ce qui s'est passé et une reconnaissance. Donc, c'est notre type de clinique qui demande du temps.